Bien, bonsoir à tous. Alors, j'ai vu en arrivant des gens qui disaient: Ah non, pas Blaise. Donc, je vous rassure, c'est pas moi qui parle ce soir, c'est monsieur Jean-Yves Lemeur, qui est chercheur à l'IRD, qui va nous parler des fonds marins. Et je suis là juste pour vous faire un petit mot d'accueil, de bienvenue au nom de la province Sud. D'abord, bravo, vous êtes très nombreux. Je crois que la salle a rarement été aussi remplie. Et puis, on est très heureux parce que on reprend ces conférences Sénature après une longue pause, depuis ce qui s'est passé l'année dernière, en mai 2024. Sénature, ce sont des conférences qui ont été lancées en 2017. Il y a eu 55 conférences, je crois, depuis 2017. Et depuis 2022, la province Sud a noué un partenariat avec le CRESICA, donc vous savez, le consortium de recherche. Alors j'ai une petite note, je vais lire, parce que personne ne se rappelle qui est dans le CRESICA. Donc, hein. Alors dans le CRESICA, on a l'IAC, l'IRD, l'IFREMER, le CIRAD, l'Institut Pasteur, le CHT, l'Université de la Nouvelle-Calédonie, le CNRS et le BRGM. Je crois qu'on attendait Laurent Lullier pour représenter le CRESICA. Il va peut-être nous rejoindre tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà. Donc, on est très heureux parce que ce partenariat avec le CRESICA a renforcé la qualité, l'intérêt de ces conférences, où on fait venir des chercheurs qui chacun viennent sur un sujet de prédilection. Et pour cette année 2025, on a déjà un programme qui est très riche, puisqu'il y a toute une série de sujets qui vont être à peu près une fois tous les mois, voire parfois 2 fois par mois. Il y aura donc sur des espèces, il y aura la mangrove. Enfin bon, je ne sais pas si quelqu'un donnera un moment. Oui, donnera la liste des conférences qui sont prévues. Donc j'espère que pour cette reprise, vous êtes très nombreux, vous prendrez énormément de plaisir. Puis moi, avant de vous laisser, parce que je suis attendu pour le conseil municipal de Nouméa, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être là. Bonsoir à tous. Alors, Florent Olivier, je suis le responsable de la cellule de coordination du CRESICA. Et donc, bienvenue et merci à la province j'allais dire de nous accueillir, pas du tout, de co-organiser avec nous ces conférences. Ces conférences, donc Monsieur Blaise l'a évoqué, elles existent donc depuis 2017-2022. 55 conférences déjà, 10 de plus au programme de cette année. Donc quelque chose d'assez intense en rythme, beaucoup de sujets très variés, tout autour de la biodiversité, à la fois mieux la connaître, mieux la comprendre, mieux la conserver et mieux la restaurer. Pour cela, un certain nombre de sujets sont des sujets liés à de la recherche en train de se faire. Donc certains, ce sera des projets, des résultats de projets, d'autres, des projets en cours. Donc les résultats seront parfois pas complètement satisfaisants et c'est normal. Et de toute façon, comme c'est de la recherche, le résultat n'est pas forcément satisfaisant, il est ce qu'il est. Ce qui est intéressant dans ces sujets-là, c'est que donc le CRESICA, on vous a évoqué les différents instituts de recherche qui le composent. Il faut voir que sa stratégie scientifique est en 3 axes. Le premier des 3 axes, c'est la conservation et la valorisation du capital naturel de la Nouvelle-Calédonie. Je ne pense pas avoir besoin de vous rabâcher une fois de plus toute l'importance que ça a, son endémisme, sa richesse, les 78% d'endémisme local pour les espèces végétales, etc. Donc, tout ça, ça va vous être présenté à travers un programme qui est derrière moi. Et donc, le premier, on va le passer tout de suite, on reviendra à la fin sur Jean-Yves. Mais par contre, juste pour vous indiquer un petit peu quels vont être les prochains thèmes, parce que quitte à être venu aujourd'hui, autant commencer à sortir vos agendas et marquer tout de suite les prochaines dates. Donc, pour la variété des sujets, donc la prochaine fois, CLIPSA, c'est un grand projet de recherche parce que les modèles sur le réchauffement climatique, ils sont de l'ordre de l'échelle de 100 km. Mais à l'échelle de 100 km, pour observer les variations en interne à la Nouvelle-Calédonie, ça ne donne pas grand-chose. Alors du coup, il y a ce gros projet de recherche, qui est un très gros projet de recherche, qui essaie de regarder des modèles avec un pas qui est de l'ordre du kilomètre. Passer de 100 km à 1 km, ce n'est pas la même chose quand on veut regarder la différence entre la côte Est et la côte Ouest, par exemple. Donc,
voilà, je vous invite à venir le mois prochain pour cela. Le mois suivant, on va parler des canicules marines. Voir comment ça se passe. Il y a une certaine régularité, il y a des choses qu'on comprend, d'autres qu'on ne comprend pas. Là, il y a également un projet de recherche assez important qui est en train de se lancer, donc on reviendra dessus. Sur les micro-algues, il s'avère qu'il y a un laboratoire commun entre l'IFREMER et l'ADECAL qui se trouve au niveau de l'aquarium des lagons. Et donc, ce sont les responsables de ce laboratoire qui travaillent à la fois sur la compréhension de ce que sont les micro-algues, mais également à quel point est-ce qu'elles sont utiles pour notre économie, ou au contraire, est-ce parfois toxiques. Par exemple, on a pu le voir sur les plages récemment. Donc là, il y a un certain nombre d'informations récentes liées à la recherche sur place qui vous seront présentées. Sur le 1er juillet, donc là, on sera sur le lien entre la santé et l'environnement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément évident a priori, et pourtant qui est très conséquent. Sur la mangrove, eh bien là, nous ferons écho à une journée de la province sud, le 27 juillet, si je ne m'abuse. 26 juillet. Et donc, il va y avoir une journée spéciale mangrove. Et suite à cela, le prochain Sénature sera des chercheurs sur la mangrove qui viendront présenter les travaux en cours. Mais alors là, le sujet est encore assez vague parce que les travaux sont réellement en cours. Ensuite, nous reviendrons sur le palmier chou, qui est une espèce endémique locale, mais dont il n'existe que 5-6 individus, et donc qui est en voie de disparition. Et donc là, ce qui vous sera présenté, c'est les efforts communs de l'IAC, donc de l'Institut d'agronomie de Nouvelle-Calédonie, avec la province sud et Prony Ressources. Donc vraiment un échange entre la recherche, les institutions publiques et le secteur privé pour essayer de sauvegarder cette espèce endémique spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Les sujets suivants, donc les écosystèmes terrestres, là on va regarder comment est-ce que le sol, sa composition, la vie qu'il y a dans le sol a un impact sur l'écosystème terrestre qui est au-dessus et comment tout cela interagit ensemble. Donc ça pourrait être assez passionnant, je pense. Le 4 novembre, quelque chose qui est assez inattendu, c'est le droit de l'environnement, mais le droit de l'environnement, j'allais dire au meilleur niveau mondial, sur les questions de qu'est-ce que c'est que le droit d'une personne non humaine. En droit, une personne non humaine, c'est une rivière, une forêt, un océan. Ou alors, qu'est-ce que c'est que le droit des générations futures? Est-ce qu'on a le droit de polluer et quel est l'impact que tout cela peut avoir? Donc ça, ce sont des sujets vraiment à la pointe au niveau mondial. Et il s'avère qu'un certain nombre de spécialistes sont en Nouvelle-Calédonie. Donc, et ils essaient de voir comment est-ce que cela peut être en lien avec les différentes cultures locales, puisque le droit est toujours lié à la culture dans laquelle il vient s'inscrire. Enfin, le 2 décembre, nous reviendrons sur CLIPSA. Vous vous souvenez le projet qu'on aura le mois prochain sur le changement d'échelle du changement climatique. Ben là, c'est une autre phase du projet CLIPSA qui est plus sur comment est-ce que les différentes populations agricoles s'adaptent au changement climatique. Et là, c'est une approche très sciences humaines et sociales qui sera abordée. Et donc là, voilà, tout ça, ce qui est intéressant dans tout ce programme, c'est quand même 15 conférenciers. Sur ces 15 conférenciers, ça représente 6 organismes de recherche, plus Météo France, plus un certain nombre, plus la province sud, si je ne m'abuse, sur Palmier Chou. Voilà. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Marie pour vous présenter l'implication de l'IRD sur cette conférence et le sujet d'aujourd'hui. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Je suis donc Marie, en charge de la médiation scientifique à l'IRD. Et avant de vous présenter mon collègue Pierre-Yves Lemeur, je voulais juste vous rappeler que la conférence est captée par Calédonia et qu'elle sera disponible en replay. Et puis que si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin de la conférence. Donc pour Pierre-Yves, c'est donc un anthropologue et directeur de recherche à l'IRD au sein de l'UMR Sens. Il travaille en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique depuis une vingtaine d'années.
Ces recherches portent sur la politique des ressources naturelles et des appartenances, et plus précisément sur la mine, la terre, l'eau, avec une extension vers les espaces marins, en incluant les abysses. Donc, ces questionnements l'ont amené à s'intéresser particulièrement à la pluralité des savoirs et aux interfaces entre la science, la société et les politiques publiques. Donc, la compétition pour les territoires et les ressources dont ces espaces marins font l'objet a motivé la réalisation par le gouvernement français d'une expertise scientifique collective qui a été menée par l'IRD sur les enjeux de connaissance et de gouvernance des grands fonds marins, en particulier dans les territoires du Pacifique. Donc, c'est dans ce cadre qu'ont été organisées 2 plateformes régionales de dialogue qui ont réuni des acteurs divers d'une quinzaine de pays et territoires du Pacifique, comme des ministres, des coutumiers, des ONG, des associations, des organisations régionales et des scientifiques. Donc ces espaces ont été conçus comme des espaces neutres permettant d'échanger sur des thématiques et d'alimenter les débats régionaux. Voilà, merci. Bien, merci Marie. Donc, merci d'avoir rectifié mon prénom aussi. Donc c'est Pierre-Yves. Donc je vais vous parler des grands fonds marins. Petite précision, peut-être cette image sur la gauche là, qui paraît peut-être légèrement mystérieuse, peut-être certains d'entre vous la connaissent, c'est une projection du globe terrestre qui a été inventée en quelque sorte par un océanographe et physicien qui s'appelait Spielhaus, qui était d'origine sud-africaine, mais qui a travaillé aux États-Unis, en particulier à l'Institut Woodhouse, qui est un des gros instituts océanographiques américains, et donc qui a cherché une façon de projeter en 2 dimensions le globe terrestre de manière à ce qu'on voit à quel point l'océan est unique. Il n'y a qu'un océan, il n'y a qu'une mer, il n'y en a pas 36. Donc c'est un point extrêmement important, c'est un peu un espèce de fil conducteur sur lequel je ne vais pas revenir de façon explicite, mais qui nous permet de resituer les abysses, les grands fonds marins dans un espace plus large. C'est-à-dire que c'est toujours des questions de découpage, et le découpage grand fond marin, il est tout à fait discutable. Donc voilà, ça c'est un premier point. Si je trouve que ça marche, on passera au 2e point. Voilà. Après, j'ai un peu hésité pour la diapositive de couverture. J'avais pensé à celle-là. Alors, elle vous paraît peut-être un peu bizarre. Mais en fait, c'est juste une idée très simple. C'est que si on parle des abysses et qu'on prend au sérieux le terme, voilà, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire rien. Donc ça, c'est les abysses. Alors, ça permettrait de gagner du temps et tout de suite passer à la partie discussion, mais je pense qu'on peut peut-être faire mieux. Après, pourquoi on voit rien? Entre autres, parce qu'il y a ça, c'est-à-dire la surface de l'eau. Ce qui rend d'ailleurs la recherche sur les fonds marins compliquée, presque plus compliquée que la recherche sur une planète où il n'y a pas de mer et il n'y a pas d'atmosphère, par exemple, sur Mars, au hasard. Donc voilà, on sent bien qu'il va falloir faire un gros effort pour aller plonger dans ces profondeurs très lointaines, très distantes, très sombres. Alors quand on y plonge, et qui y plonge essentiellement, métaphoriquement, les chercheurs, quand on y plonge, on voit des choses. Mais on voit ce qu'on a envie de regarder. Donc on peut regarder dans différentes directions. Une direction, c'est d'essayer de voir toutes les petites bêtes comme ça, fascinantes, qui s'y trouvent. Et on y fait des découvertes effectivement extraordinaires. On arrive à découvrir, par exemple, que dans les grands fonds marins, il y a des exemplaires de lignées qu'on pensait fossiles, disparus, et qu'on retrouve. Donc il y a une importance aussi dans la compréhension de l'évolution à aller voir du côté des écosystèmes profonds. Mais on n'est pas obligé de regarder par là, on peut regarder différemment. On peut regarder ça aussi. Donc ça, c'est des nodules polymétalliques. C'est des enjeux géologiques, c'est des enjeux miniers. Donc voilà, le regard, le fait qu'il se porte à tel ou tel endroit, détermine aussi ce qu'on voit, ce qui paraît complètement évident, mais c'est extrêmement important de le rappeler. Ce qui est important aussi dans cette image, c'est que si on regarde les nodules, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que des nodules. Il y a effectivement une faune aussi. Donc ça pose aussi des problèmes que vous imaginez très facilement, à savoir si on veut exploiter ces espaces-là, ça veut dire qu'on va avoir un impact sur des écosystèmes qu'en plus on ne connaît pas, ou très très mal. Alors si on se replace dans le contexte calédonien, très rapidement, la question des grands fonds marins, la question océanique au sens large, on peut la voir de différentes façons. Ah non, pardon, j'ai oublié cette diapo très importante. Ça, c'est un autre élément des grands fonds marins, c'est ce qu'on voit dans la presse, c'est des enjeux. Donc je parlais des nodules juste avant, les enjeux, c'est par exemple un pays comme les îles Cook, donc qui est situé à l'ouest de la Polynésie française, qui a décidé depuis un certain nombre d'années d'aller vers l'exploitation des ressources minérales profondes. Donc là, ils ont récemment signé un accord avec
avec la Chine pour un accord de partenariat économique sur des questions scientifiques, etc. Donc c'est comme ça que les grands fonds marins émergent dans la presse, dans le débat public. Ça veut dire quelque chose de très important, c'est que, et j'y reviendrai, quand la science fait remonter des entités inconnues des grands fonds marins, elle fait en même temps remonter des enjeux qui dépassent évidemment la science, qui sont des enjeux économiques, qui sont des enjeux politiques, environnementaux, géopolitiques, etc. Voilà, j'ai failli louper cette diapo très importante. Donc, la question des grands fonds marins et la question de la représentation de ces grands fonds marins, il y a une tendance dans les politiques océaniques au sens large à projeter des façons de voir terrestres sur les grands fonds marins, c'est-à-dire une vision qui est un peu en deux dimensions. Donc, tout ce qu'on appelle la planification spatiale marine, etc., ça donne ce genre de carte. Ce n'est pas une critique, mais c'est juste que c'est une façon de concevoir les choses. Or, ce que nous montre la géologie, par exemple, c'est que les grands fonds marins ne sont pas plats et que l'océan est en 3 dimensions. Pareil, ça paraît évident, mais il faut en tirer un certain nombre de conclusions. Ce qui amène, justement, les conclusions commencent petit à petit à en être tirées, ce qui amène à réfléchir, par exemple, à la question de la protection sur la zone du parc naturel de la mer de Corail, donc en Nouvelle-Calédonie, en 3D. Se dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas certains espaces, certains volumes qui sont d'un intérêt particulier ? Et il y a toute une discussion avec des concertations publiques, etc., qui ont eu lieu et qui continuent de se dérouler autour des monts sous-marins, par exemple. Donc on voit bien que cette façon de passer de 2 dimensions à 3 dimensions, elle est très importante. Et puis, il y a d'autres façons de concevoir aussi les grands fonds marins et l'océan plus généralement. Donc là, j'emprunte cette diapo à Jean-Yves Pouedy, qui est dans la salle. Donc merci pour le prêt. Donc il y a une autre façon de se représenter l'océan en mettant non seulement en évidence le fait que parler des grands fonds et de découper un espace par rapport à l'ensemble océanique, c'est un petit côté artificiel, mais qu'il y a une autre continuité, c'est entre la Terre et la mer. Et donc, on peut avoir une autre vision des grands fonds marins et de l'océan, qui est une vision qui met en relation, donc une vision relationnelle de l'océan. Je ne rentre pas plus dans le détail à ce stade, j'y reviendrai. Donc, revenons à nos grands fonds marins. Donc, on voit bien qu'il y a un effort à faire de décentrement, il faut s'éloigner de la Terre et il faut aller là, comme je le disais tout à l'heure. Alors, là, il y a un petit côté un petit peu exagéré, c'est vraiment les grands fonds marins. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une zone qui est une zone de surface où la lumière entre. En gros, jusqu'à 200 mètres, la lumière passe. Et traditionnellement, on appelle les grands fonds marins ce qui est en dessous, c'est-à-dire à partir de 200 mètres. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça dans la mesure où il y a une zone qui est une zone un peu intermédiaire qu'on appelle la twilight zone, la zone crépusculaire, entre 200 et 1000 mètres environ, dans laquelle la lumière passe très légèrement. Mais à partir de 1000 mètres, il n'y a vraiment plus de lumière. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de photosynthèse, et donc ça veut dire qu'il n'y a plus de plantes liées à la photosynthèse. Donc ça crée des effets directs sur la façon dont les écosystèmes vont se construire. Donc si on résume, premier petit propos d'étape, les grands fonds marins, ils sont quoi? Ils sont distants, ils sont obscurs, ils sont profonds, ils sont très largement inconnus. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pour y accéder, il faut des moyens technologiques et scientifiques très sophistiqués, donc ça ne va pas de soi. Et en plus, la définition des grands fonds marins, donc j'ai donné une définition très simple, un peu usuelle, mais elle n'est pas du tout évidente, elle peut varier en fonction des points de vue, des disciplines scientifiques. On l'a vu aussi à quel point la catégorie grand fonds marin, par exemple, ne fait pas forcément sens pour tout le monde de la même façon. On a organisé la plateforme dont parlait Marie là, tout à l'heure sur les grands fonds marins qui a réuni des acteurs de tout le Pacifique l'année dernière, donc 2 plateformes en mars et en décembre dernier. Et ce qui était intéressant, c'était d'observer qu'on parlait de grands fonds marins, mais en permanence, le discours glissait vers la notion d'océan. C'est-à-dire que la notion de grand fonds marin, ce n'est pas tellement la notion de grand fonds marin qui ne fait pas sens, c'est le fait de l'extraire du reste. Et donc ça, c'est un point important. Le rôle de la science dans ce paysage compliqué, c'est un rôle qui est très central, en fait. C'est rendre visible quelque chose qui est invisible, parce que distant. Mais en même temps, c'est un rôle qui peut être potentiellement ambigu. C'est-à-dire qu'en rendant visible un certain nombre de choses, on peut invisibiliser d'autres façons de voir les choses. Les savoirs traditionnels, par exemple. Et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la science, en faisant remonter à la surface des entités inconnues, des nodules, des bêtes, des façons de construire des plaques tectoniques, etc., fait remonter des enjeux complexes.
Et donc, ça renvoie aussi, ces enjeux, c'est des enjeux sociétaux au sens très large du terme, des enjeux politiques, en fait, sociaux et politiques. Et donc, ça renvoie à la façon dont se construisent les interfaces entre la science, la politique, la société, et la question de la place des savoirs dans ces enjeux. Alors, ce qui est intéressant là, c'est de faire un petit détour historique, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on a tendance à voir la mer et à projeter sur la mer une vision un peu en 2 dimensions, et toutes les politiques maritimes ont souvent été construites comme ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment en fait, il y a eu ce certains historiens appellent un tournant volumétrique dans la conception de l'océan. Et ce tournant volumétrique, on peut le résumer de façon ultra schématique avec 3 mots-clés: cachalot, câble sous-marin, sous-marin militaire. Ah oui, je ne parle pas bien dans le micro. Vous m'entendez quand même? Donc vous n'entendez pas toutes les bêtises, mais une sur 2 seulement. On peut commencer comme ça, en fait. Ça, c'est un tableau qui date de la fin 16e. C'est un peu la représentation qu'on pouvait avoir en Europe des grands fonds marins, c'est-à-dire un espace inconnu, dangereux. Bon, la baleine a une drôle d'allure, elle ne ressemble pas vraiment à un cachalot, mais c'était la connaissance qu'on pouvait en avoir. Donc c'est un peu approximatif. À la même époque, je trouve intéressant cette carte, c'est une carte de l'Islande, et on s'aperçoit qu'il y a une volonté très sérieuse de rendre compte de la topographie, de l'espace terrestre, et aussi de rendre compte, en fonction des connaissances de l'époque, de à quoi ressemblait la faune sous-marine. Ce n'est pas juste de l'invention ou de l'imagination, c'est aussi une façon de reconstruire à partir de savoirs extrêmement fragmentaires ce qu'on sait en fait des grands fonds marins. Mais il y a quand même l'idée qu'il y a d'un côté la terre, de l'autre côté la mer, et que la mer, ça a l'air quand même assez compliqué, assez dangereux et très méconnu. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, cachalot, câble sous-marin, c'est là que beaucoup de choses changent, et en particulier la pêche ou la chasse, c'est une question de point de vue, au cachalot, en fin 18e déjà, et surtout au début 19e, va produire du savoir en fait. Ce qui est intéressant, c'est que les chasseurs de cachalots, ils vont sortir un petit peu des chemins habituels, parce que contrairement aux baleines franches, qui sont souvent des espèces plutôt côtières, ou relativement côtières, les cachalots vont beaucoup plus loin, et ils plongent très profond. Et en fait, les pêcheurs de cachalots ou chasseurs de cachalots vont s'apercevoir à quel point, justement, en leur lançant des harpons, en voyant la corde défiler, en fait, à quel point les cachalots plongent profond. Et c'est pas tellement l'exploit des cachalots là qui est important pour eux, c'est de s'apercevoir que le fond de la mer, dont on ne savait pas du tout à quelle profondeur il était, on imaginait peut-être 200 mètres, mais en fait, on n'en savait rien, bah, il est beaucoup plus bas que ça. Et donc, les chasseurs de cachalots vont faire remonter de l'information que les premiers océanographes vont utiliser. Donc, il y a des dialogues aussi au XIXe siècle entre les premiers scientifiques et les chasseurs de cachalots, les capitaines de baleiniers, etc., sur ces questions de fonds marins, en fait. Et le deuxième moment qui est vraiment clé, c'est la mise en place de câbles télégraphiques au milieu du XIXe siècle. Le premier qui vraiment est transatlantique, qui vraiment fait l'ensemble du trajet depuis l'Irlande jusqu'à Terre-Neuve, c'est en 1866, en fait. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que la mise en place de ces câbles va permettre de voir que le fond de la mer, il est bien plus compliqué que prévu, qu'il y a des creux, des bosses, des montagnes, des failles, etc. Ce qui était absolument inconnu à l'époque, on n'en avait aucune idée. Et ça permet aussi, à force d'avoir des câbles qu'on met au fond de la mer, qui remontent parce qu'ils sont cassés, etc., ça fait remonter aussi tout un certain nombre d'animaux qui étaient eux-mêmes inconnus et dont on s'aperçoit qu'ils sont bien plus profonds que ce qu'on imaginait. Dans les années 1840, on pensait qu'il y avait une certaine limite qui était en gros à 500 mètres, à partir de laquelle il n'y avait plus de vie, en fait, sous la mer. C'est ce qu'on appelait l'hypothèse azoïque. C'était une hypothèse scientifique de l'époque, basée sur un certain nombre de relevés, qui disait, sur la base d'un modèle mathématique, que finalement, vu le nombre d'animaux retrouvés aux différentes profondeurs, la régression mathématique qu'on peut faire fait qu'à partir de 500 mètres, il n'y a plus rien. En fait, là, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc, cette modélisation qui est l'état scientifique du moment va être infirmée par des savoirs qui ne viennent pas uniquement de la science. Et là, c'est un point extrêmement intéressant. C'est l'articulation entre des savoirs qui sont produits par des chasseurs de cachalots, par des poseurs de câbles télégraphiques et qui vont dialoguer en fait avec la science et éventuellement la faire avancer. Et elle-même va remettre en forme ces hypothèses, les retravailler, construire de nouveaux modèles. Ce qui aboutit à ce genre de choses. C'est-à-dire ça, c'est la première carte bathymétrique en fait, c'est-à-dire des profondeurs du Nord-Atlantique par Maury, qui était un des premiers et très grands océanographes. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'il était britannique. Mais ça aboutit aussi à ça, c'est-à-dire que lors de ces grandes expéditions, c'est toute une époque de grandes expéditions maritimes, scientifiques, qui se développent, en particulier du côté britannique, un peu américain et français aussi, mais surtout britannique. Il
Il y a aussi la découverte d'espèces qui, des fois, est un peu approximative. C'est-à-dire que cet énorme serpent de mer, jusqu'à preuve du contraire, n'existe pas, mais il a été vu, il a été dessiné. Ça développe aussi un certain nombre de représentations ou un imaginaire des grands fonds marins. Là, c'est un tableau intéressant. Alors, la qualité de la photo n'est pas géniale, de leur production, mais c'est un peintre anglais donc, du 19e qui peint un paysage sous-marin très inspiré en fait, par ce que disent les câbliers en fait, de l'époque. Et en fait, il peint cette vision extrêmement romantisée des grands fonds marins, mais qui en même temps fait valoir des connaissances récentes, à savoir le fait qu'il y ait des monts sous-marins, des failles, des choses extrêmement compliquées, des reliefs très abrupts. Ça, on ne le savait pas jusqu'à ce qu'il y ait la mise en place de ces câbles. Et puis un autre aspect du 19e siècle, c'est aussi la volonté de ramener les grands fonds marins à la maison. Voilà, c'est une image un petit peu que j'aime bien, parce qu'elle est assez drôle. Mais toujours est-il, c'est l'aquarium. C'est la naissance de l'aquarium. Enfin, c'est la naissance. L'idée existait avant, mais vraiment l'idée d'amener les grands fonds marins, c'est aussi une idée de mettre en ordre, d'avoir une vision un peu ordonnée des grands fonds marins, parce que ça a l'air d'être quand même un bazar assez complexe. Donc voilà, ça fait partie de la façon dont des représentations de l'océan se mettent en place au 19e siècle, là pour le coup en Europe. Le tournant volumétrique dont je parlais tout à l'heure, c'est ça aussi, c'est les sous-marins. Donc c'est un tournant militaire. Les sous-marins commencent, enfin l'invention est plus ancienne, mais à partir de la fin 19e, début 20e, ils commencent à avoir une vocation militaire, en particulier pendant la Première Guerre mondiale, mais surtout pendant la Deuxième, parce qu'il y a des progrès techniques qui les font aller plus profond, rester plus longtemps sous l'eau, etc. Donc là, il y a un tournant volumétrique qui va déclencher aussi toute une phase de développement scientifique. C'est ce que raconte ce livre qui s'appelle Science on a Mission, d'une historienne des sciences américaine qui s'appelle Naomi Oreskes, et qui a travaillé sur l'histoire de l'océanographie nord-américaine, états-unienne, et qui montre bien que cette océanographie a produit des découvertes scientifiques majeures en étant très largement financée par l'armée, par la marine américaine. Alors ce que je dis là, ce n'est pas une apologie de la marine américaine, c'est juste pour voir un peu comment faire passer le message autour de comment se construit la science. Elle ne se construit pas en apesanteur dans une tour d'ivoire, elle s'est toujours construite en interaction avec d'autres forces sociales. Et là, il se trouve que l'océanographie, pour avancer sur un mode vraiment fondamental, pas du tout appliqué, est passée aussi par des financements qui étaient des financements militaires. Donc, ce financement a permis des découvertes, mais évidemment, il a empêché de voir d'autres choses, c'est-à-dire qu'il a orienté la focale. La marine américaine ne disait pas aux scientifiques ce qu'ils devaient voir exactement. Elle disait un certain nombre d'intérêts qu'elle avait a priori de connaissances. C'est vraiment une demande de connaissances et qui aura abouti en fait à ces découvertes aussi. Donc l'interaction est vraiment complexe. Il peut y avoir des effets un peu inattendus, c'est-à-dire que les océanographes physiciens américains, au moment où la marine commence à leur donner moins d'argent, ont cherché d'autres sujets d'intérêt. Mais ils sont arrivés un peu tardivement sur certains thèmes, par exemple le changement climatique. S'ils n'avaient pas été financés par l'armée, on peut imaginer qu'ils auraient commencé à travailler sur le changement climatique un peu plus tôt, ce qu'avaient déjà commencé à faire les biologistes et certains climatologues. Donc il y a des effets aussi de ce type-là sur cette interaction entre science et force sociale. Donc on se retrouve dans un contexte, c'est un peu un deuxième point d'étape, où il y a une pluralité de savoirs. Les savoirs ne sont pas uniquement les savoirs scientifiques sur les grands fonds marins, il y a des savoirs traditionnels, autochtones, qui renvoient à des représentations qui sont d'un autre ordre. Il y a des savoirs professionnels, on l'a vu pour les chasseurs de cachalots ou les câbliers, des savoirs juridiques, administratifs, on y reviendra. Et des savoirs scientifiques qui sont marqués par, et il y a vraiment une tendance très forte autour de l'interdisciplinarité, y compris à l'intérieur des sciences naturelles, entre océano, biologie et géologie en particulier, mais au-delà en fait aussi avec les sciences sociales. Il y a un point important, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec mes histoires de sous-marins, c'est ce qu'on appelle le contexte de motivation, c'est ce qui fait que les chercheurs se posent telle question à tel moment. Et ce qui fait qu'ils se posent telle question, ce n'est pas simplement leur propre curiosité scientifique, qui évidemment est un point important, mais c'est aussi éventuellement le contexte plus large, le fait que les financements sont orientés dans telle ou telle direction, que l'air du temps est plutôt sur telle ou telle thématique. Actuellement, l'air du temps, entre guillemets, si j'ose dire, c'est le changement climatique, la destruction de la biodiversité, ça joue aussi sur l'orientation que les chercheurs peuvent avoir dans leurs recherches. Mais il y a aussi d'autres facteurs, évidemment. Bon, après, il y a toute une série de débats sur la façon dont ces savoirs se construisent, contrairement à pas un mythe, mais une image qui est parfois entretenue, pour avancer dans la recherche sur l'océan et les grands fonds, il faut faire des prélèvements, il faut aller y voir. On ne peut pas se contenter d'avoir des images grâce à des robots et des choses à distance, en fait.
Il y a les deux, en fait, pour faire vraiment du bon travail. Et sur les savoirs traditionnels ou autochtones, ce qu'on peut dire, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est compliqué, c'est les équivalences entre types de savoirs. Et en fait, dans les savoirs, dans le Pacifique en particulier, il y a des savoirs extrêmement sophistiqués, anciens, qu'on peut objectiver en quelque sorte sur la navigation, les courants, les étoiles, la pêche, etc., la topographie, la situation des îles. Donc il y a vraiment des savoirs extrêmement importants qui sont de longue date, qui datent de tout le courant de navigation océanien depuis plusieurs centaines d'années. Ces savoirs, évidemment, ont été largement érodés ou en partie érodés par la colonisation, qui a bloqué aussi tous ces mouvements. Il y a aussi des savoirs qui sont plus indirects. Par exemple, le savoir sur les monts sous-marins, c'est complexe, parce que ce savoir-là, souvent, c'est pas le fait de connaître exactement un mont sous-marin, c'est de savoir qu'au-dessus, il y a des rassemblements annuels de baleines, par exemple, des baleines à bosse, ou que c'est des lieux de pêche, etc. Donc les savoirs ne sont pas forcément des savoirs directs, ils peuvent être indirects. Ça dépend des monts sous-marins, il y en a certains qui sont connus, d'autres pas forcément, mais ils le sont indirectement. Et puis après, il y a tout un élément qui est à la limite entre savoir et représentation. Par exemple, de dire que les monts sous-marins, c'est le lieu de repos des morts, c'est un point extrêmement important. Ça renvoie à toute une topographie, à une façon de concevoir une continuité entre la terre et la mer. On n'est pas exactement dans le domaine des savoirs au sens strict du terme, on est dans le domaine plus des représentations. Ça peut se discuter, hein. Mais en tout cas, c'est important d'essayer de faire un peu une typologie des types de savoirs et de voir à quoi ça renvoie en fait. Mais le point commun de tous les savoirs, qu'ils soient scientifiques, traditionnels, autochtones, professionnels, administratifs, c'est qu'ils sont jamais en apesanteur, ils sont toujours enchâssés socialement, politiquement, culturellement. Et cet enchâssement, ça renvoie aussi à de l'imaginaire en fait. Et ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point, dans l'histoire de la connaissance des fonds marins, il y a aussi une histoire artistique, littéraire en particulier. Bon, vous connaissez tous 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Arthur C. Clarke, un auteur américain, a aussi écrit sur les grands fonds marins. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un parallèle qui s'est fait un peu au 19e, mais surtout plus tard, quand il y a eu la conquête spatiale, c'est entre les grands fonds marins et la conquête spatiale comme deux frontières en fait à explorer, conquérir, etc. Il y a eu vraiment un parallèle très fort dans les années, en particulier dans les années 50, 60, 70 en fait. Et on retrouve les mêmes auteurs sur les deux sujets. Ça aboutit, cet imaginaire, à ce genre de représentation. Donc ça, c'est quand même l'exposition universelle de New York en 64. L'idée à l'époque, c'était pas simplement qu'on allait par exemple, exploiter des ressources minérales profondes, c'est qu'on allait inventer des formes d'habitat différentes, etc. Que les grands fonds marins deviendraient aussi un lieu d'habitat humain, en fait. Ce que dit Cousteau aussi dans cette petite citation où il imagine une nouvelle espèce en quelque sorte d'être humain qu'il appelle l'Homo aquaticus. Alors il y a une petite faute de frappe que je trouve marrante, ça fait home, ça fait maison, mais bon bref, Homo aquaticus. Et plus récemment, il y a ce genre de propositions. Il y a aussi l'idée d'îles flottantes qui permettraient de s'extraire des États, ce que proposent certains entrepreneurs libertariens américains. Maintenant qu'ils ont pris les États-Unis, ils n'ont plus besoin de s'exporter, mais en tout cas, il y a eu ces idées-là à certains moments. Donc voilà, l'imagination joue un rôle très important dans la façon dont les choses se passent. C'est-à-dire qu'elle a un effet sur l'action. C'est pas juste de l'imagination au sens de fantaisie comme ça abstraite, purement intellectuelle en quelque sorte. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans une situation où il y a des choses qui sont visibilisées, des choses qui sont invisibles. Il y a un contexte qui est de grande méconnaissance des grands fonds marins, des forces d'incertitude. Et puis, il y a toute une série de représentations qui vont avoir des effets. L'idée d'imaginer les abysses comme frontières. Donc, il faut mettre de l'argent pour aller conquérir, pour aller explorer. C'est vraiment ce récit, en fait, qui domine dans les années 50, 60, 70, qui n'a pas disparu, évidemment. En parallèle, il y a une autre idée, c'est que les grands fonds marins pourraient être aussi un patrimoine commun de l'humanité. C'est ça qui a présidé à la mise en place de la loi sur la mer, une loi onusienne sur la mer en 1982. Alors, il ne faut pas se tromper, ce patrimoine commun, il ne s'agissait pas de protéger l'environnement, il s'agissait de partager de manière équitable une potentielle rente minière entre pays du Nord et du Sud. Le contexte, c'était la décolonisation. En fait. Il y a aussi cette idée d'économie bleue, rien que le terme d'économie bleue, ça fait joli. Donc, on se dit que c'est une économie qui est jolie, justement, ce qui n'est pas sûr. Voilà. Et il y a aussi des petites luttes sémantiques qui sont intéressantes, le poids des imaginaires dits sociotechniques. Il y a, par exemple, dans la mine sous-marine, il y a tout un petit conflit entre les tenants de la mine sous-marine qui disent il ne s'agit pas de miner, d'extraire, il s'agit de harvesting, de récolter, parce que les nodules ils sont posés au fond de la mer. Derrière ça, il y a l'idée que l'impact
écologique va être très faible, ce qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, il y a aussi ces jeux sémantiques. Il y a des imaginaires, il y a des jeux sur les mots, et tout ça a des effets économiques, environnementaux, etc. Et il y a aussi un point qui est vraiment important, c'est le as if. Donc j'emprunte l'idée à, je ne sais pas pourquoi il y a City écrit là, il y a un bug. Bon bref. David Graeber, c'était un anthropologue qui est décédé malheureusement récemment et qui a écrit un article sur la production de la valeur au sens économique du terme. Il dit que dans la production de la valeur, il y a tout un aspect virtuel et l'idée du as if. Et qu'on entend souvent dans des discours sur des choses qui ne sont pas encore là, que les gens proposent une série d'hypothèses, disent bon, il faut résoudre ça, ça, ça et ça, il y a un problème technique, la rentabilité, tout ça. Et puis après, le discours se déroule as if, comme si ces hypothèses étaient réglées. Et là, l'exemple que je trouve le plus frappant, c'est il y a une conférence qui a lieu tous les ans depuis 1972, ça s'appelle la Underwater Minerals Conference. C'est une conférence qui réunit les acteurs de la mine sous-marine. Je répète que la mine sous-marine n'existe pas. Bref, ça les réunit quand même depuis 50 ans. Industriels, start-up, départements d'universités, grosses universités, style MIT, etc. Bureaux d'études, consultants divers et variés, autorités minières de différents pays, etc. Ils se réunissent tous les ans pour faire le point sur les avancées technologiques, etc., les enjeux économiques. Et tous les ans, j'ai l'impression qu'ils disent, bon les gars, l'année prochaine, c'est bon, on y va. Sauf que ça fait 50 ans que ça dure, ce qui est extrêmement intéressant. Et il y a vraiment ce discours du as if, où on entend les gens proposer des modèles technologiques, etc., qui en général sont dans un état vraiment de prototype extrêmement peu avancé. Et dans le discours, à la fin du discours, on a l'impression que tout est là, c'est bon, c'est réglé, on peut y aller. En fait, non. Donc, il y a toute une économie qui joue sur ces apparences, sur une espèce de promesse. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais ça veut dire que tout ça prend beaucoup de temps et que pour se construire, cet aspect imaginaire joue un rôle extrêmement important. Ça a des effets économiques, etc. Voilà. Et au total, on se retrouve dans une situation, quand on parle des grands fonds marins, je n'ai pas du tout regardé l'heure, ouais, c'est bon. Quand on pense aux grands fonds marins, il y a quand même une liste d'usages qui apparaît extrêmement longue. Mines sous-marines, hydrocarbures, pêche, câbles sous-marins, des enjeux de souveraineté géopolitique, ce qui est une façon d'utiliser les grands fonds marins, des enjeux militaires, la captation du carbone, l'hydrogène naturel, la question de la biodiversité, les potentielles ressources génétiques, la recherche scientifique. Il y a tout l'aspect conservation, aire marine protégée. Alors souvent, on parle de non-usage, mais ce n'est pas du tout un non-usage, c'est un usage particulier de conserver l'espace. Allez savoir les représentations autochtones qui sont une autre façon d'utiliser, entre guillemets, cet espace. Ce qui est intéressant, c'est d'ordonner ce qu'on a fait dans le cadre de l'expertise dont on parlait tout à l'heure. On a commencé, on n'a pas fini le travail, mais d'ordonner ces usages le long de deux axes. Il y a des usages marchands, non marchands. La mine sous-marine, c'est un usage marchand. La conservation, c'est un usage plutôt non marchand. C'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, ça crée aussi un tourisme, etc. Donc, c'est pas non marchand complètement la conservation. Bref, il y a cet axe. L'autre axe, c'est réel, virtuel. Et il y a beaucoup de virtuel dans notre affaire. La mine sous-marine, c'est du virtuel. La captation du carbone, il commence à y avoir des choses, mais telle qu'elle est imaginée sur les grands fonds marins, c'est plutôt virtuel. Les ressources génétiques vraiment profondes, c'est largement virtuel. Enfin voilà, il y a beaucoup de virtuel dans notre affaire, mais comme on l'a vu tout à l'heure pour la mine sous-marine, ce virtuel s'organise en quelque sorte pour devenir, à un moment donné, peut-être, réel. Alors si on fait une petite pause sur les ressources minérales profondes, parce que c'est en général le sujet central, je sais que sur les plateformes qu'on a organisées l'année dernière, on avait dit non, c'est pas centré sur la mine sous-marine, c'est les enjeux de connaissance et de gouvernance. Il a fallu à peu près 3 secondes et demie pour qu'on parle de mine sous-marine pendant 3 jours. C'était l'éléphant dans la pièce, comme on dit. Donc voilà, la mine sous-marine, c'est plusieurs types de formations géologiques. C'est des nodules polymétalliques qui sont des petits cailloux qui sont posés au fond de l'eau à de très grandes profondeurs, entre 4 et 6 000 mètres. Il y a ce qu'on appelle des encroûtements, qui sont la surface des monts sous-marins, qui sont une croûte, souvent riche en particulier en cobalt. Les nodules sont riches en général en cobalt, nickel, manganèse. D'autres métaux aussi, hein. Des métaux plus rares aussi. Et puis il y a les sulfures, les amas sulfurés en fait à proximité des cheminées hydrothermales qui sont des dépôts en fait. Les cheminées hydrothermales, c'est de l'eau magmatique qui remonte, enrichie en métaux, qui se dépose et quand ça se refroidit, ces dépôts sulfurés, donc riches en soufre, contiennent aussi un certain nombre de métaux et en particulier souvent or, argent, cuivre. Il y a aussi des terres rares dans certains endroits. Toujours est-il que les nodules polymétalliques qui sont découverts à la fin du 19e par une expédition du Challenger, qui est une expédition scientifique emblématique du 19e siècle, qui a duré 4 années. La première vague d'intérêt pour la mine sous-marine, c'est les années 60-80,
avec l'idée que c'était proche. Donc cette conférence dont je parlais tout à l'heure, ça naît à cette époque-là, en fait. Les cheminées hydrothermales, c'est une découverte très récente et ça a à voir aussi avec justement ce financement militaire qui aboutit à une découverte majeure. Parce que ce n'est pas simplement les cheminées hydrothermales, c'est le fait qu'autour des cheminées, il y a des formes de vie qui existent dont on ne soupçonnait absolument pas l'existence parce qu'elles ne sont pas produites justement par la photosynthèse, mais par une chimiosynthèse liée aux composants présents à ces endroits-là. Donc c'est une découverte absolument majeure qui a complètement, d'une part, qui a excité un certain nombre d'intérêts économiques parce qu'autour de ça, il y a éventuellement des ressources métalliques, minérales, mais d'autre part, ça a aussi révolutionné la biologie, en fait. Autour de cette question de la mine sous-marine se met en place l'UNCLOS, donc la loi sur la mer, donc une loi internationale, qui a fait l'objet d'à peu près 25 ans de négociations, ça n'a pas été simple, pour aboutir en 1982 à cette signature dont certains pays se sont exclus, en particulier les États-Unis, qui ne sont toujours pas signataires. Et ça aboutit aussi en particulier à la création de l'AIFM, donc l'Autorité internationale des fonds marins, qui est là pour gérer le fond marin, justement, pas la colonne d'eau, juste le fond marin et l'enjeu des ressources minières. C'est-à-dire que c'est une autorité onusienne qui accorde des permis d'exploration aux États, moyennant des conditions, des conditionnalités environnementales, et qui pourrait accorder, si un code minier était mis en place, c'est un sujet de controverse actuellement, qui pourrait accorder des permis d'exploitation. Et donc on a depuis les années 2000 une nouvelle vague d'intérêt pour la mine sous-marine, avec certains États qui veulent vraiment y aller, comme les îles Cook, qui ont accordé leur premier permis d'exploration en 2023, je ne suis pas sûr, peut-être 2022, mais enfin en tout cas récemment. Et puis il y a toute cette controverse autour du code minier à l'AIFM. Je ne rentre pas dans le détail, mais ce qui est important, c'est que pour pouvoir, là encore, on est sur des questions de représentation en fait. Pour pouvoir exploiter, ou en tout cas pour pouvoir réguler cette exploitation, il faut créer des catégories. Et les catégories qui ont été créées par la loi onusienne sur la mer, c'est les catégories haute mer, plateau continental, zone économique exclusive. Et la zone qui est gérée, ça s'appelle la zone d'ailleurs, qui est gérée par l'AIFM pour la mine sous-marine dans les eaux internationales. Voilà, c'est cet espace-là. Donc on crée des découpages qui permettent l'exploitation et qui permettent de la réguler, enfin, qui permettent potentiellement. Ça aboutit à la délivrance de permis. Donc d'un seul coup, on a une autre image de l'océan. L'océan, ça peut être ça aussi, cette espèce de petite mosaïque, de petites plaquettes jaunes, rouges, vertes, qui renvoient à des pays, mais pas que. Donc ça, c'est un point important. Dans une zone où il y a essentiellement des nodules polymétalliques. Et puis il y a ces petites zones grisées, APEI, c'est des zones d'intérêt environnemental. Parce que l'AIFM a aussi, en second objectif, c'est pas du tout le premier c'est exploiter à un moment donné. Le second, c'est quand même protéger l'environnement. Donc, en gros, les zones d'intérêt environnemental, c'est les zones sans intérêt minier, c'est-à-dire où il n'y a pas de nodules. Je schématise, mais c'est quand même à peu près ça. Donc voilà, ça donne une autre image de l'océan. Donc il y a ces zones dans plusieurs. Il y a la zone dont je parlais, dont on a vu l'image, c'était la zone de Clarion-Clipperton, qui est la plus connue, qui concentre la majorité des permis. Mais il y a d'autres zones dans le Pacifique aussi, dans l'océan Indien et dans l'Atlantique. Et face à ça, il y a la mise en place aussi d'aires marines protégées de très grande taille. Alors cette carte-là est absolument pas à jour, mais c'est pas grave. Ça donne une idée de la façon dont se met en place une espèce de cartographie, mais là, une cartographie plutôt en 2 dimensions, avec des surfaces. Donc on a vu les surfaces des permis d'exploration, bon, qui concernent le fond, mais qui sont quand même dessinées en surface. Et là, c'est les surfaces des aires marines protégées qui se mettent en place, en particulier dans le Pacifique. On a des aires marines de très très grande taille, qui sont souvent plutôt des aires marines gérées que des zones de conservation intégrale, en fait. Ce qui est le cas d'un certain point de vue d'une part de la mer de Corail pour la Nouvelle-Calédonie, mais qui est le cas aussi de l'aire marine gérée de Polynésie française, en fait. Après, ça pose des questions de comment on se représente l'océan. Donc, il y a, face à ces découpages, on peut avoir aussi une représentation qui est, là je prends l'exemple très emblématique des cartes qui ne sont pas que micronésiennes, on les présente comme micronésiennes, mais elles sont aussi polynésiennes pour partie. Mais toujours est-il, c'est des cartes qui ont été utilisées par des navigateurs océaniens, on va dire, pour se déplacer, qui représentent des courants, des points fixes, des îles, etc. Donc c'est une autre façon de se représenter l'espace qui est pas justement, qui est beaucoup plus relationnelle et qui n'est pas basée sur des découpages et des délimitations. Mais en même temps, ce qui est en train de se passer actuellement dans le Pacifique, c'est ça, c'est la carte n'est pas à jour, mais ça, c'est pas gênant. C'est la progressive construction de frontières
Donc là, c'était en 2015. Donc tous les pays du Pacifique n'ont pas des frontières maritimes définies. Ça, je trouve que c'est un point quand même important à se rappeler. Alors ça a beaucoup avancé depuis, mais ce qui est important aussi, c'est que les zones en jaune, c'est des zones d'eau internationale où il y a des demandes d'extension de ce qu'on appelle le plateau continental, qui peut être c'est une extension des droits des pays sur le fond marin, en fait. On va dire ça de façon un peu schématique. Et donc, il y a une résorption des eaux internationales et un développement des eaux nationales, en fait, aussi dans le Pacifique. Et tout ça, c'est sur fond de potentielles mines sous-marines. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a l'impression que là, ça y est, il y a de la mine sous-marine parce qu'on voit des gros machins, des gros bateaux, des gros... En fait, non, c'est des prototypes. Il n'y a absolument pas de mine industrielle. Mais il y a quand même tout un mouvement qui s'organise. C'est-à-dire qu'il y a quand même des industriels qui sont prêts à y aller, donc qui commencent à y réfléchir plus que sérieusement. C'est-à-dire qu'ils mettent en place des essais, des pilotes, etc. Et donc, face à ça, il y a aussi des ONG qui sont extrêmement contre et qui se manifestent de façon très, très forte. Ça donne ça aussi, alors c'est un peu énigmatique comme image, mais ça c'est les îles Cook. Les îles Cook actuellement, donc ils sont aussi dans une campagne un peu de relations publiques autour de l'idée qu'on peut faire de la mine sous-marine en étant respectueux de l'environnement, ce qui est évidemment hautement discutable. Et donc, dans les moments internationaux, là, c'était une réunion du Forum des îles du Pacifique. Le cadeau que Mark Brown, qui est encore actuellement le Premier ministre des îles Cook, a offert aux autres pays participants, c'était un nodule dans une maquette de pirogue océanienne. Je trouvais intéressant le télescopage, en fait. Et toujours aux îles Cook, alors ça, c'est complètement fascinant. Ils ont demandé à une conteuse, en fait, conteuse écrivaine, d'écrire un bouquin, un conte en fait qui explique de manière vulgarisée les nodules. En fait, ça explique rien du tout. C'est un conte. Il y a un petit côté un peu colonial quand même dans l'affaire, où on a une sirène tahitienne, polynésienne des îles Cook, voilà, qui voit arriver une fusée d'un extraterrestre, et la fusée tombe en panne. Donc l'extraterrestre, il est bien embêté évidemment. Il n'arrive pas à redémarrer, il n'arrive pas à la réparer, et elle est un peu embêtée parce qu'il a l'air sympathique et tout. Donc elle plonge au fond de l'eau. Elle est pas sûre de son coup, mais elle remonte un caillou en lui disant je ne sais pas, peut-être ça va t'aider. Puis en fait, c'est un nodule polymétallique, il le met dans sa fusée, la fusée redémarre. Donc voilà. Excellent quand même. Et d'ailleurs, au cours d'un séminaire aux îles Cook, j'ai assisté, c'était intéressant, c'était une présentation à la fois de l'autorité, le Seabed Minerals Authority, donc l'autorité minière sous-marine, et puis d'une ONG locale, évidemment anti-mine sous-marine, et c'était leurs 2 films de promotion sur c'est quoi la mine sous-marine, et c'était intéressant de voir les deux en parallèle qui racontaient des histoires quand même très différentes. Voilà, et tout ça déclenche évidemment des forts mouvements, des mouvements de protestation, aussi des mouvements qui sont intéressants, c'est-à-dire le bateau qu'on voit en bas à droite, c'est le bateau qui est propriété du gouvernement des îles Cook et qui est le bateau d'exploration minière sous-marine en fait. Donc il y a aussi une volonté, quoi qu'on pense de la mine sous-marine, une volonté de reprendre le contrôle sur cette ressource dans la logique d'un nationalisme des ressources qui existe ici aussi très fortement, qui est la stratégie aussi, qui a été jusqu'à récemment la stratégie indépendantiste. Donc il y a ce même type de discours et de stratégie qui se met en place aux îles Cook. Et face à ça, il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord, Mamae Moana, c'est un jeu de mots pour l'idée que non seulement l'océan est sacré, Marae, mais il est aussi en train de souffrir, ou potentiellement. Enfin, voilà, ça crée aussi des conflits importants derrière un peu le discours consensuel que développe le gouvernement des îles Cook. Voilà, et tout ça, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, rassurez-vous, mais tout ça, ça résulte ou ça débouche sur des jeux d'acteurs et une arène, comme on dit, c'est-à-dire un espace social de confrontation entre acteurs très compliqué, où il y a beaucoup de choses qui sont très incertaines en fait. Sur la mine terrestre, c'est assez facile de se poser la question de savoir qui est la communauté affectée par une exploitation minière. Physiquement, on repère ça relativement facilement, encore que ça puisse être l'objet de tas de controverses. Hein. Sur le marin, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Et le seul projet qui a eu lieu, qui était tout proche de l'exploitation en Papouasie-Nouvelle-Guinée, justement, le cadre légal a été revu pour pouvoir réfléchir à une autre façon de considérer ce qu'est une communauté affectée ou bénéficiaire de compensation par rapport à l'enjeu minier sous-marin. Donc ça pose des questions complexes sur la définition de la communauté. Il y a un autre aspect, je ne rentre pas dans le détail, mais un autre aspect qui est intéressant, c'est que dans les eaux internationales, ce sont les États qui ont le droit d'avoir des permis
d'exploration minière. Mais depuis 2008, ils peuvent sponsoriser une entreprise. Et on a de plus en plus de ce type d'alliances, en particulier pour les États du Pacifique qui ont des moyens faibles et qui se mettent en cheville, en quelque sorte, avec des entreprises extérieures. Et c'est le cas, il y a 4 pays du Pacifique qui ont des permis dans les eaux internationales. Il y a Nauru, les îles Cook, Kiribati et Tonga. Et 3 des 4, donc 3 sauf les îles Cook, sont en cheville avec TMC, donc The Metals Company, qui est une compagnie canadienne. Son PDG était déjà dans le projet Solwara en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a fait faillite, mais lui pas non, lui pas vraiment. Donc il a remonté une nouvelle compagnie, qui est une compagnie très probablement spéculative, avec des reins très peu solides, et qui essaie de pousser à la roue pour qu'on aille très vite vers un code minier et la possibilité d'exploiter. C'est pas eux qui vont exploiter, très probablement, c'est des acteurs qui sont des juniors, comme on dit dans le monde de la mine terrestre, à savoir des petites compagnies qui découvrent en quelque sorte des gisements et qui les vendent après à des compagnies capables de les exploiter. Sauf que pour la mine sous-marine, on ne sait pas encore comment on fait pour exploiter, donc on ne peut pas simplement revendre l'idée qu'il y a des nodules au fond de la mer. Il faut prouver un peu plus, en fait. Donc c'est plus compliqué comme situation. Voilà. Et là, je ne rentre pas dans le détail parce que ça nous emmènerait un peu loin, mais ce que je trouve intéressant, c'est, après avoir posé un peu les termes de la question de la mine sous-marine, parce qu'on parle tout le temps de ça, donc ce n'est pas la peine d'éviter le débat, donc autant en parler sérieusement. Ce qui est clair, c'est que la mine sous-marine, on voit tout de suite qu'il y a des enjeux environnementaux qui posent problème, qu'on soit pour ou contre. À l'inverse, la question du rôle climatique de l'océan profond et la possibilité d'utiliser l'océan profond pour de la captation de carbone via des formes de géo-ingénierie, on est un peu dans la situation inverse, c'est-à-dire qu'a priori, on se dit c'est bien. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer les deux types d'activités ou les deux types d'usages sur un mode très symétrique en se posant vraiment la question des impacts réels de tout ça. Et on s'aperçoit que la question d'utiliser les grands fonds marins, c'est-à-dire d'utiliser la pompe biologique et la pompe physique des grands fonds marins, pompe qui permet de capter du carbone, de l'utiliser, de la renforcer, c'est-à-dire renforcer la pompe ou injecter du carbone, il y a plusieurs façons de faire en fait, n'est pas sans effets environnementaux. Et ce qui est très frappant, c'est que toutes les solutions proposées actuellement, en fait, font l'impasse sur les éventuels effets écologiques, environnementaux. C'est-à-dire, les gens font comme si, là c'est un autre comme si, par rapport à celui de tout à l'heure, font comme s'il n'y avait pas d'écosystème profond. Alors qu'on sait qu'il y a des écosystèmes profonds, évidemment, et on sait à quel point ils sont diversifiés et que leur connaissance est extrêmement importante, au-delà même de leur espace propre. Donc on voit bien qu'autour de la question de la captation du carbone, il y a des gros enjeux qui se nouent, qu'il ne suffit pas de se dire « tiens, c'est super, on va capter le carbone », et utiliser le fait que déjà l'océan, c'est le lieu qui capte la grosse majeure partie du carbone. Donc la pompe à carbone océanique, elle est absolument centrale. Donc l'idée de la renforcer via de la géo-ingénierie, ça paraît a priori une idée qui pourrait paraître, qui est séduisante. Je ne dis pas qu'elle est forcément mauvaise, mais en tout cas, il faut peser les choses de façon claire. Et il faut aussi se poser la question de qui finance, qui en tire les bénéfices, quelles sont les responsabilités. C'est-à-dire que sur la question du réchauffement climatique, il y a évidemment tout un jeu entre le Nord et le Sud pour dire que c'est quand même le Nord qui est responsable largement. Enfin, le Nord élargi à la Chine, évidemment, au Brésil. Enfin, le Nord, c'est une catégorie un peu qui peut bouger dans le temps, évidemment. Mais toujours est-il que voilà, il y a cet enjeu géopolitique global autour de qui est responsable et qui finance. Et puis des jeux de temporalité complexes. Mais là, je ne rentre pas dans le détail. Juste pour finir, parce que j'ai déjà été peut-être trop long. Moi, ce qui me frappe, enfin, il n'y a pas que moi, c'est qu'on est dans un contexte par rapport aux grands fonds marins qui est fait d'incertitude. C'est vraiment peut-être le mot-clé. De forte instabilité et de virtualité. C'est qu'il y a beaucoup de choses dont on parle qui créent des effets réels, mais qui ne sont pas réels encore. Et la mine sous-marine, c'est un cas absolument frappant de ce point de vue-là. Donc il y a des incertitudes à tous les étages. Sur les savoirs qui sont encore extrêmement fragmentaires, incomplets, leur statut, les entités concernées, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses à mieux connaître, c'est-à-dire la connaissance des grands fonds marins, elle est encore extrêmement rudimentaire. On sait plein de choses, mais on ne sait pas beaucoup en même temps, tout en sachant plein de choses. Il y a une incertitude sur les impacts d'activités potentielles, et je pense que prendre les exemples d'activités qui, a priori, sont vertueuses, comme la captation du carbone, c'est intéressant justement pour réfléchir ce genre de questions, donc leur périmètre, leur temporalité. Donc il y a beaucoup de débats, par exemple, sur la mine sous-marine, et qui sont évidemment pas résolus. Ils ne sont pas résolus parce qu'il n'y a pas
d'exploitation industrielle des ressources minérales profondes. Et ne sont pas résolus aussi parce que ce sont des controverses scientifiques encore ouvertes. Quand je parlais des entités et de l'incertitude sur les savoirs, vous avez peut-être entendu parler récemment dans la presse de la découverte de ce qui serait ce qu'on appelle un oxygène noir, donc une production d'oxygène dans les grands fonds liée à des phénomènes d'électrolyse, donc des phénomènes électriques entre les nodules en fait, ou en tout cas entre des pierres au fond de l'eau. Et d'un seul coup, il y a l'idée, et ce qui est intéressant, c'est par rapport à la démarche scientifique, c'est que les scientifiques qui ont découvert ça, en fait, je reviendrai sur le mot découvrir, mais qui ont découvert ça, ils cherchaient autre chose, ils cherchaient à savoir comment l'oxygène était consommé, parce qu'a priori, l'oxygène, il vient d'en haut, et il n'est pas produit en bas. C'était le savoir jusque-là, scientifique. Et en fait, en faisant leurs essais, ils se sont aperçus que le taux d'oxygène dont ils voulaient mesurer la décroissance dans le temps, eh ben, il augmentait. Ça les a un peu surpris. Et donc, ils ont essayé de comprendre et ils en sont là pour le moment, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un phénomène électrique qui soit éventuellement producteur d'oxygène à partir de minéraux posés au fond de l'eau. Ça demande à être confirmé, étayé, etc. C'est une découverte extrêmement récente. Ce qui est intéressant, c'est que cette découverte s'est faite dans le cadre de campagnes d'exploration financées par The Metals Company, compagnie canadienne dont je parlais tout à l'heure. Et eux, ils sont franchement emmerdés, parce que si d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a une production d'oxygène à l'endroit où ils veulent extraire les nodules, ça a posé un problème. Donc, toute leur stratégie pour le moment, c'est d'expliquer que cette étude est nulle, que c'est pas fiable, que les données sont pas bonnes, etc. C'est peut-être le cas, j'en sais rien. Mais toujours est-il que voilà, ça déclenche une controverse et que cette controverse scientifique sera résolue scientifiquement, mais dans le cadre aussi d'interaction avec des forces extérieures. C'est ça qu'il ne faut pas oublier dans la façon dont la science se fait. Et donc la difficulté de la science, c'est ce qui la rend à la fois forte et fragile, c'est qu'elle doit construire son consensus. Un consensus, ce n'est pas un choix politique, c'est qu'est-ce qui est le plus robuste comme interprétation par rapport à quel fait, est-ce que ces faits sont sérieusement produits. Donc c'est ça le consensus scientifique, donc c'est une activité collective, la science, c'est jamais une activité solitaire. Mais ce consensus, il est à la fois solide parce qu'il est le résultat d'une discussion sérieuse entre une communauté de pairs, en fait, des scientifiques, et en même temps, il est fragile parce qu'il peut être remis en cause, et puis d'un seul coup, on s'aperçoit par exemple qu'il y a de l'oxygène produit au fond de la mer. C'est encore à valider. Ce qui est intéressant, c'est que d'autres forces peuvent utiliser cette apparente fragilité pour dire, bah, vous voyez bien, c'est pas sérieux, ils n'arrêtent pas de changer d'avis, finalement, c'est ça la bonne hypothèse. C'est ce qu'on appelle les marchands de doute. Il y a eu des livres qui ont été écrits là-dessus, en particulier par Naomi Oreskes dans les années 80-90, qui montrent bien comment certains industriels jouent sur une incertitude, relancent des controverses qui éventuellement n'existent plus dans le monde scientifique pour dire, non, mais finalement, c'est pas tout à fait vrai ce qu'il dit. Ça a été fait pour le tabac, ça a été fait pour le changement climatique. Et là, pour l'oxygène noir, c'est un peu ce qui est en train de se passer, en fait. Donc voilà, la science est forte et fragile en même temps et toujours dans une situation d'interaction avec d'autres forces, ce qui rend les choses quand même assez compliquées. Voilà. Est-ce que je raconte tout ce qu'il y a là? Ça fait beaucoup, hein. Non, pas forcément. Si, quand même, c'est l'incertitude sur les acteurs. Ça, je trouve ça intéressant. Tout à l'heure, ce que je disais sur The Metals Company, ils se présentent comme une compagnie minière. On n'en sait rien, en fait. Peut-être c'est juste une pure compagnie spéculative qui va revendre quelque chose et qui n'a absolument pas les moyens d'exploiter. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film avec Matthew McConaughey, il s'appelle Gold. C'est un film un peu comment dire, fictionnalisé, mais c'est un film qui raconte une histoire vraie, à savoir un géologue extrêmement compétent, reconnu, fameux, qui a découvert un gisement d'or extraordinaire en Indonésie, et ça a déclenché tout un phénomène un intérêt de spéculateurs, d'entreprises minières, etc. Et au bout du compte, c'est pas qu'il s'était un peu trompé sur la quantité, c'est qu'il n'y avait pas un gramme d'or, en fait. Donc, l'économie, elle se construit aussi comme ça, à travers des imaginaires, des spéculations, des promesses, des apparences. Et dans le cas de la mine sous-marine, c'est aussi ce qui est en train de se passer. Mais ça produit des effets réels, c'est ça qu'il faut garder en tête, en fait. Voilà, et puis sur le mot instabilité, moi ce que je trouve frappant aussi dans le contexte actuel, dans le Pacifique en particulier, c'est l'instabilité des positionnements des États par rapport à la question minière sous-marine. Bon, le cas le plus frappant, c'est la France, évidemment, qui a changé son fusil d'épaule de façon hyper inattendue en 2022, après avoir passé des années à concevoir une stratégie grand fond marin orientée mine. Et puis non, finalement, donc ça peut changer très brutalement. Et puis on voit les pays du Pacifique, certains sont sur des lignes assez claires et fermes depuis pas mal d'années, les îles Cook en faveur de la mine sous-marine, Palau contre. Il y a d'autres pays qui ont quand même changé plusieurs fois de position et dont il est parfois difficile de connaître le positionnement actuel, comme Fidji en particulier.
À la première plateforme qu'on a organisée en mars dernier, on a écouté le ministre des Ressources de Fidji qui était là, et à la fin de son discours, mais c'était impossible de savoir si Fidji était pour ou contre la mine sous-marine. Donc il y a des pays, c'est pas, et je pense que ça renvoie aussi à de la politique intérieure, enfin, etc. C'est aussi un jeu politique normal. C'est pas, là, j'ironise un peu, mais c'est pas ça. C'est aussi la politique d'un pays qui fait qu'il y a des conflits d'intérêts, etc. On voit la Norvège qui était très prête à aller sur de la mine sous-marine, qui là est en train un petit peu de freiner manifestement. Voilà, donc il y a une très très grande instabilité. Il y a des incertitudes sur la ressource, sur sa rentabilité, sur les technologies, etc. Et des grandes instabilités dans les positionnements des pays. En fait, voilà. Ce qui pose la question de savoir logiquement, on a l'impression qu'on parle de ressources sous-marines ou de ressources minières. Il s'agit d'abord d'évaluer une ressource. Une fois qu'elle est là, on construit une économie autour de cette ressource. Et puis après, il y a des effets sociaux. Et en fait, on s'aperçoit quand on repense à ce qui se passe aux îles Cook en ce moment, c'est qu'ils sont en train d'abord de construire la société, c'est-à-dire de construire un cadre légal, politique, de construire toute une idéologie sur comment fonctionne la société des îles Cook avec ses piliers de la coutume, de l'Église et de l'État. Et une fois qu'ils auront construit la société, on va peut-être... En fait, c'est ça qui s'est passé. C'est pas une fois qu'ils auront, c'est pas du futur. Ils ont passé 15 ans à faire ça. Et après, ils ont mis en place des permis d'exploration minière, des compagnies qui viennent, etc. Donc, on a l'impression qu'il y a une construction de la société en amont de la construction même de la ressource, en fait. Construction au sens de la ressource, elle n'est pas juste là. Il faut la construire au sens où il faut être capable de l'exploiter. Voilà. Et puis, il y a plein d'incertitudes temporelles, des accélérations, des ralentissements. Le ralentissement, c'est le moratoire. C'est une forme de reprise de contrôle sur le temps qui est essentielle. Et voilà, je crois que j'ai fini. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une série de mots, c'est-à-dire d'apparence. J'ai parlé d'imaginaire, j'ai parlé de représentation. Tout ça, ça paraît un peu mou, littéraire. En fait, pas du tout. L'économie, elle fonctionne là-dessus aussi. Donc, ça a des effets, mais massifs, en fait. Et ça, il faut absolument avoir ça en tête. Quand les gens disent harvesting au lieu de mining, c'est hyper important, parce que c'est ça qui va faire qu'il y aura de la mine sous-marine ou pas, par exemple. Pas que ça, mais ça aussi. Voilà. Et le ASIF, je répète, très important. C'est-à-dire cette façon de faire penser que toutes les hypothèses dont on a parlé au début, finalement, elles sont résolues, puis on est déjà dans la réalité alors qu'on n'y est pas encore. Mais le fait de faire croire qu'on est dans la réalité la produit en quelque sorte. Il y a un effet, comme on dit, performatif en fait, de ces discours. Mots-clés, incertitude et pouvoir, parce qu'on sinon on est dans des asymétries de pouvoir extrêmement fortes entre pays, entre entreprises, etc. Voilà, j'ai fini. Du coup, on va passer à la partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, levez la main, on fera passer le micro dans la salle. Bonsoir. Merci pour toutes ces informations scientifiques grand public. Parfois, moi, je n'ai pas toujours suivi. Là où je suis un peu frustrée, c'est la partie savoir autochtone sur l'océan. Est-ce que, par exemple, aux îles Loyauté, on a la même conception de l'océan, du rôle de l'océan que sur la Grande Terre? Moi, je me souvenir qu'on disait à Bourail, là où il y a le bonhomme, qu'autrefois, enfin, qu'on disait que les gens autour de Bourail disaient que l'âme des morts rejoint les fonds, enfin voilà. Donc, est-ce que vous avez pu recueillir des informations à ce sujet? Est-ce qu'il y a des textes qui ont été écrits sur les savoirs traditionnels mélanésiens, kanak, sur le rôle de l'océan ici? Oui, merci pour la question. En fait, il y a plusieurs questions. Bon, d'une part, moi, j'ai pas fait énormément d'enquêtes spécifiques sur les savoirs traditionnels en matière d'océan dans le monde kanak. Donc, il y a un travail qui est fait avec une collègue aussi, Catherine Sabineau, qui travaille là-dessus. Il y avait Antoine Vickel du GE Océanite qui a aussi pas mal travaillé sur des questions de toponymie, par exemple. Le fait de s'apercevoir que les toponymes, souvent, sont entre le terrestre et le marin, sont en miroir, en fait. Ce qui renvoie, et ça a été observé aussi dans d'autres contextes au Vanuatu, ce qui renvoie avec l'idée de cette continuité entre terre et mer. Donc ça, c'est un premier point important. Le deuxième point, c'est entre les îles Loyauté et la Grande Terre, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que
comment dire, avant la colonisation, il y avait des circulations très fortes, en fait. C'était pas des mondes séparés. Donc, ça l'est pas encore non plus, d'ailleurs. Mais il y a eu des ruptures, etc. Mais c'est des mondes qui vivent ensemble, en fait. Donc, forcément, les conceptions sont pas forcément très, très différentes. Sont en gros les mêmes. Avec des différences qui sont des différences de point de vue qui sont liées à l'histoire spécifique de certaines chefferies, certains clans, etc., de leur propre circulation, de leur propre chemin d'alliance, etc., qui font qu'il y a des différences. Mais les différences, c'est des différences de perspective dans un cadre qui est fondamentalement commun, en fait. Et après, toute la difficulté, il y a une double difficulté, en fait. Première difficulté, c'est qu'il y a eu une déperdition de savoir avec la colonisation, parce que ces savoirs étaient sur les océans, je parle. Ces savoirs étaient très liés à la possibilité de naviguer. Et si on n'a plus la possibilité de naviguer, les savoirs se perdent mécaniquement, en fait. Donc, il y a des déperditions de connaissances à ce niveau-là, pas complètes, mais il y a eu de la déperdition. Et puis après, il y a ce que j'essayais d'expliquer, qui demanderait plus de temps, en fait, mais sur où est-ce qu'on met l'équivalence entre différentes formes de savoir et qu'est-ce qu'on appelle savoir par rapport à ce qu'on appellerait représentation, cosmogonie, etc. C'est un sujet compliqué parce que la frontière, on peut la placer à différents endroits. Mais en même temps, je pense que c'est important, même si on peut avoir plusieurs réponses à la question, c'est-à-dire où est la frontière entre ce qu'on appelle un savoir qu'on peut objectiver, ce qui est de l'ordre, on pourrait dire du religieux aussi, qui est moins objectivable. Cette frontière-là, elle n'est pas forcément complètement évidente, en fait. Mais c'est un vrai sujet, en fait, et c'est un sujet extrêmement important. Donc, il ne faut pas, j'allais dire, d'un certain point de vue, il ne faut pas survendre les savoirs autochtones, mais je pense qu'il ne faut pas non plus faire comme si le fait que, par exemple, ah oui, mais vous parlez de représentation, c'est pas vraiment des savoirs. D'une part, on sait très bien qu'il y a une quantité de savoirs, une sophistication de ces savoirs qui est extrêmement importante sur la très longue durée, liée à la navigation, au sens large du terme. On sait aussi que ces savoirs fonctionnent encore, mais de façon différente. Par exemple, la façon de cartographier, c'est pas la même en Europe et en Océanie. En Europe, on fait cartographie avec des points fixes. En Océanie, la cartographie maritime, c'est une cartographie sur base de points mobiles, en fait, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc voilà, il y a des vraies différences, mais dans un cadre qui est objectivable de savoir, de connaissance du monde, en fait. Après, il y a d'autres aspects qui sont de l'ordre des représentations. Et une fois de plus, cette frontière-là, il faut pas la poser a priori, en fait, je pense. Je ne sais pas si c'est complètement convaincant comme réponse, mais voilà. Il y a sûrement des textes, oui, ça, oui, ça se trouve. Et puis sur les, peut-être à l'IRD, puis sur les savoirs océaniens, sur la navigation, etc. Il y a eu beaucoup d'anthropologues qui ont travaillé sur ces questions-là, oui. J'ai une question aussi. Est-ce que la ressource elle-même est fantasmée? Est-ce que c'est une construction médiatique un petit peu? Oui, non, je disais que c'est une construction parce que toutes les ressources sont construites, en fait, c'est-à-dire qu'elles soient terrestres ou marines. Pardon, je me remets de l'autre côté du poteau. Je suis toujours là. Elles sont construites. Il y a un économiste allemand qui s'appelle Zimmermann qui a écrit un livre en 1933, bon, mauvaise année, mais toujours est-il que c'est un livre sur la construction sociale de la ressource. Donc c'est une idée que les économistes connaissent bien depuis longtemps. Donc la ressource, elle est construite, elle n'est pas juste là, quoi. Elle est construite au sens il faut la construire technologiquement, il faut la construire économiquement, il faut la construire socialement, c'est-à-dire qu'il faut créer un besoin, etc. Donc les ressources minérales profondes, marines, c'est pareil. Après, la question, c'est qu'on les connaît très, très, très mal. On connaît des formations géologiques, on sait qu'il y a des nodules à certains endroits, on sait qu'il y a des encroûtements cobaltifères à d'autres endroits, on sait que les nodules sont riches en un certain nombre de métaux, on sait que ces encroûtements sont riches en cobalt. Tout ça, on connaît le principe, en fait. Mais par contre, le passage d'une connaissance scientifique sur le principe à une connaissance économique sur combien il y en a, et est-ce que c'est valorisable, on n'y est pas du tout. Pour donner un exemple que je trouve très frappant, c'est un exemple que j'emprunte à un collègue, Julien Collot, qui travaillait au service géologique, maintenant qui est à l'université à Brest, qui disait, par exemple, on parle souvent, il y a eu une centaine de sondages qui ont été faits au fond de la mer en Nouvelle-Calédonie pour voir ce qu'il y a comme ressources minérales. Il y a eu des recherches depuis, des recherches qui allaient dans le sens d'une volonté de faire un inventaire des ressources minérales profondes dans les années 80, 90, 2000, programme Zone Eco, etc. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que si on ramène ces sondages-là à la surface de la Grande Terre calédonienne, c'est un sondage. J'imagine les industriels qui iraient creuser avec un sondage. Donc voilà, on ne connaît rien. C'est-à-dire on sait qu'il y a des plaines abyssales et on sait par ailleurs que dans les plaines abyssales, il peut y avoir des nodules. Est-ce qu'il y a des nodules dans les plaines abyssales de la zone de la ZE calédonienne? Ça, on n'en est pas très sûr. Donc les connaissances sont très très faibles en fait. Après, il y a des zones où on ne sait plus. C'est-à-dire on commence par exemple aux îles Cook à avoir une vision de ces mêmes plaines abyssales avec des nodules, avec des quantifications qui sont quand même très à la louche.
mais qui laisse entendre qu'il y a effectivement une ressource extrêmement importante. La réalité de la ressource nodule, elle est là en fait. On ne sait pas exactement bien la quantifier, à quel endroit elle est manifestement la plus intéressante, mais on sait que ça existe et que c'est des concentrations importantes et que potentiellement il y a un intérêt, au moins pour les industriels, s'ils arrivent à technologiquement, économiquement, à construire des modèles viables, quoi. Oui. Pierre-Yves, bonsoir. Laurent Châtenay. Merci pour sa présentation. Simplement, est-ce que, d'une certaine façon, tu minimises pas un petit peu l'intérêt et les enjeux qui en découlent, l'intérêt que portent de grandes nations de la zone Pacifique, de plus en plus, sur ces recherches sous-marines? Tu as parlé de la Chine, évidemment. On sait à quel point la Chine s'intéresse au sujet des ressources minérales de la planète, et notamment ce rapprochement avec les îles Cook, malgré finalement un accord politique avec la Nouvelle-Zélande. Donc cet accord, il se fait apparemment sans l'aval de la Nouvelle-Zélande. L'intérêt de la Nouvelle-Zélande, qui a déclaré récemment son intérêt pour des recherches sous-marines, l'intérêt du Japon, qui a annoncé l'année dernière avoir découvert des ressources nickelifères en très grande quantité, à 5000 mètres de fond, des ressources cobaltifères également, et des ressources nickelifères qui leur permettraient de subvenir à 75 ans de leurs besoins en matière de nickel, ce qui ne va pas sans conséquence pour la Nouvelle-Calédonie. Les Japonais ont annoncé leur volonté et d'une programmation qui irait jusqu'à l'extraction d'ici même 2026. Alors c'est peut-être un petit peu rapide, mais la technologie évoluant tellement rapidement, pourquoi pas? L'autre chose aussi, tu as parlé de Nauru, de TMC, effectivement, qui est très impliqué dans la zone. TMC qui a versé près de 8,5 milliards de dollars à Nauru pour le droit d'explorer au cours des quelques dernières années. Donc 8,5 milliards de dollars, la conversion, c'est plus de 1000 milliards de francs CFP. J'imagine que simplement pour avoir le droit de rechercher, apparemment. Donc ça représente une ressource économique et financière considérable pour une île comme Nauru, et donc un potentiel fantastique auquel semblent s'intéresser beaucoup de grandes nations. Donc est-ce que finalement, on n'est peut-être pas déjà un petit peu plus loin? Parce qu'il y a des gens qui anticipent, et finalement, c'est le sens de l'esprit d'entreprise, finalement, avec des technologies qui aujourd'hui nous permettent d'aller au fond, même si effectivement l'exploitation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a pas été conclusive. Mais aujourd'hui, il y a de grandes nations qui s'intéressent beaucoup à ça, y compris même les États-Unis, qui, comme par hasard, ne sont pas signataires d'un certain nombre de traités, comme tu l'as mentionné. Non, merci Laurent pour la question, parce que non, je voulais surtout pas minimiser ce potentiel. Je voulais insister sur le caractère virtuel pour dire deux choses. C'est que ça fait 50 ans qu'on parle de mines sous-marines, il n'y en a toujours pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver demain, mais je veux dire, il y a un fait que je trouve intéressant parce qu'il me pose question, en fait. Quand on a fait l'expertise à la demande du gouvernement de la Polynésie française en 2014 sur les questions justement du potentiel d'exploitation minière sous-marine dans la ZE polynésienne, la demande était claire, c'est à la fois on cherche une alternative à la rente nucléaire qui est en train de s'épuiser, et d'autre part, on veut désamorcer un peu le fantasme d'un trésor facile à récupérer. Et en fait, dans l'expertise, il y a aussi des géologues, économistes, etc., on a abouti à des conclusions qu'on a voulu les plus prudentes possibles sur la rentabilité, qui n'est pas du tout évidente, plus le fait que les connaissances étaient très faibles. Après, il y a des très gros pays qui sont à fond pour la mine sous-marine, ou en tout cas qui vont dans cette direction-là. La Chine, l'Inde, le Japon, probablement les États-Unis. L'Australie est extrêmement intéressante à suivre, c'est-à-dire ils disent rien, mais bon, il y a quand même un gros doute sur leur positionnement. Pour la France a changé d'avis en 2022, elle peut encore changer d'avis. La Norvège, enfin, non, mais il y a une majorité de pays qui sont plutôt pour la mine sous-marine, ça c'est clair. Et le potentiel, ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même un
très très gros potentiel, mais encore très très mal connu et des technologies qui ne sont pas encore tout à fait au point. Après, il y a un truc qui me paraît assez un peu perturbant et assez mystérieux, c'est qu'on voit ce que sont capables de faire les pétroliers, gaziers, en termes d'exploitation offshore, c'est-à-dire le ultra profond, c'est quand ils descendent à plus de 3000 mètres de profondeur pour creuser encore plus bas. Ça veut dire que technologiquement, il y a des choses quand même qui sont assez extraordinaires, sans jugement de valeur, qui se font. Et a priori, les nodules, ça paraît d'un certain point de vue quand même plus simple. Donc, il y a un truc voilà, qui me pose question, ce qui laisse entendre si les entrepreneurs sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens supposés être rationnels. Bon, ça se discute, hein, parce qu'ils ne sont pas plus rationnels que les autres, évidemment. Mais toujours est-il que s'ils n'y sont pas, c'est qu'il y a des conditions qui ne sont pas remplies. Et la question, c'est de savoir quelles sont les conditions qui ne sont pas remplies. Et je pense qu'il y a un mix de conditions économiques, technologiques et quelque part sociales au sens large, politico-sociales, qui font que ça coince quelque part. Mais ça peut très très bien démarrer et ça, à mon avis, ça peut basculer facilement et très rapidement. Et si jamais ça bascule dans un pays, il y aura peut-être un effet un peu en chaîne aussi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est les pays qui disent pas grand-chose, parce que les États-Unis, c'est assez intéressant, ils disent rien sur la mine sous-marine. Trump, il n'en parle jamais. Pourtant, il parle de beaucoup de choses. Ou il en parle un peu peut-être, mais pas beaucoup quand même, quoi. L'Australie est très muette dans les arènes internationales, totalement muette, c'est assez intéressant à observer. Le Japon, ils reviennent un peu sur le devant, hein, ils s'étaient mis un petit peu en retrait sur cette question-là. Voilà, c'est assez. Et la Norvège est en train un petit peu de reculer, même s'ils sont plutôt clairement en faveur de la mine sous-marine. Donc il y a une grosse incertitude aussi, y compris sur le positionnement réel des États et sur la capacité des industriels. J'ai beaucoup parlé de TMC parce qu'ils sont très médiatiques et tout le monde a entendu parler au moins une fois de ce groupe, mais il n'y a pas que TMC en fait. Et il y a d'autres groupes qui a priori sont plus, j'allais dire plus sérieux, en tout cas ont les reins plus solides, parce que malgré la levée de financement de TMC, ils sont en train de pousser à la roue pour qu'il y ait un code minier très vite à l'AIFM, parce que sinon ils meurent, quoi. Parce que sinon ils vont pas arriver à capitaliser, etc. Ils vont faire faillite comme Nautilus en Papouasie. Donc je pense qu'ils n'ont pas du tout les reins solides. Ils ont une grosse capacité de marketing, de spéculation, de levée de fonds, mais ils sont dans l'urgence en fait. C'est pour ça qu'eux, ils poussent à la roue, ils poussent à l'accélération. Il y a d'autres entreprises comme GSR, qui est une entreprise belge, qui est adossée au groupe multinational DEME, qui est un groupe spécialisé dans les infrastructures maritimes, portuaires, etc. Eux, à mon avis, ils ont bien plus leur temps, ils sont très présents, ils ont un permis d'exploration aux îles Cook, ils ne sont pas pressés. Et quand ce sera mûr, ce sera mûr. Oui, bonsoir, merci Pierre-Yves pour ta conférence. Moi, pour revenir au tout début, tu parlais de sémantique et puis l'importance des mots. Donc là, on est focus sur un type de mine, c'est-à-dire aller miner les océans et les grands fonds pour des minéraux. Et ça, il y a une captation médiatique, politique, intellectuelle qui nous détourne finalement d'un autre potentiel qui est celui d'aller miner le vivant en le respectant beaucoup plus, avec très peu d'impact, c'est-à-dire en allant explorer, récupérer du matériel biologique, travailler le biomimétisme, pour trouver aussi des solutions pour la planète dans plein de sujets, entre autres les médicaments, etc. Et ça, c'est pas un sujet en Calédonie, très très peu. C'est-à-dire que là, on se précipite et tu citais, Laurent, par exemple, Nauru. Nauru, une des plus grandes catastrophes écologiques, un des pays qui a le plus mal géré son capital naturel, en tout cas renouvelable. Il en a plus, il l'a détruit. Et il s'apprête à faire la même chose sous l'eau. Et est-ce que là, on n'est pas un vrai tournant civilisationnel et que la Calédonie, malgré le marasme dans lequel on est, pourrait prendre ce tournant en disant, nous, on veut être la capitale mondiale de la biodiversité. On n'a pas été bon pour les mines terrestres, loin de là. On a déjà dézingué 80% de nos forêts humides sur sol ultramafique, qui sont les plus riches, les plus anciennes. Il n'en reste que 20% et dans un état moyen. Est-ce qu'on est capable de faire ce virage et d'investir notre capital humain et capter des cerveaux et les mobiliser pour développer une économie bleue, mais qui serait au service d'une économie non prédatrice et qui irait créer de la valeur en faisant l'alliance entre le capital humain, des cerveaux, et le capital naturel renouvelable, qui est celui du vivant du fond de nos océans. Bonsoir Pierre-Yves, merci pour la conférence. Une question rapide.
étant donné qu'on a la chance de t'avoir en tant que spécialiste à la fois des grandes aires marines protégées et du sujet du deep sea mining. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton regard sur l'articulation justement des Cook, sur tout ce qu'ils ont fait sur leur grande aire marine protégée depuis des années, et en même temps ce que tu as rappelé comme processus vis-à-vis de la mise en valeur aussi de ce récit sur la mine et le capital des ressources profondes. Et voilà, ton regard sur l'articulation entre les deux, parce que voilà, je pense que c'est un sujet intéressant à regarder de plus près. Merci. Bonjour. Enfin, bonsoir. Moi, je vous remercie pour votre intervention. Ça a été très intéressant. On est à plusieurs là, des associations locales qui faisant partie de certains organes au niveau de la province, du Congrès et autres. Et concernant l'utilisation des ressources du fonds sous-marin, mon association, c'est Corail Vivant, Terre des Hommes. À l'époque, c'est l'association qui a inscrit le lagon à l'UNESCO. À l'heure actuelle, on l'a dit en réunion, il y a plusieurs intervenants là, et des personnes qui se reconnaîtront. Hein. Nous, on est contre. Là, c'est clair et net. Donc, on montre un dossier pour sanctuariser certains fonds, là, peut-être par zone. Mais en tout cas, on a vu les dégâts à terre. Il n'y a pas eu de redistribution des richesses. On n'est pas capable d'avoir dégagé. Ça, c'est en réponse à monsieur... voilà. Et on n'a pas dégagé les fonds nécessaires pour réparer, pour réinvestir, injecter, pour que le social en souffrance là dans le pays, il puisse se relever, parce qu'on n'a pas eu les moyens, ou on n'a pas fait. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat politique, mais en tout cas, ce qui nous importe à l'heure actuelle, c'est le moratoire de peut-être l'étendre à plus de temps, parce qu'il n'est que dit de 10 ans. C'est un sujet, moi, qui me touche. Je suis polynésienne. À Tahiti, mon père, ça a été le nucléaire. Hein, mes oncles et tout. Le Pouvana, à l'époque, c'est une personne qui était dans des associations. Ils ont dissous son association quand elle a commencé à demander des comptes à l'État français. Donc, s'ils ont détruit à terre et qu'on n'est pas capable nous, de protéger nos mines ici à terre, en tout cas d'en extraire une financiarisation qui permette quand même le maintien des équilibres naturels, je ne vais pas rentrer dans les détails, et humains, aller en mer, dans 10 ans, ça passe vite, 10 ans. Nous, on fera en sorte qu'il y ait une sanctuarisation. Il y a M. Jean-Yves Poédy, tout à l'heure, il y a une question quant au rapport humain et à la culture. Les ignames et les baleines, c'est fortement lié ici. Au niveau des populations. Il y a eu des conférences avec des chercheurs qui parlaient de ces fonds sous-marins dans lesquels il y a des cuvettes où les baleines viennent se nourrir. Moi, je pense qu'on va essayer d'aller gratter un petit peu là-dessus. Mais en tout cas, votre intervention, je vous remercie. C'est important qu'il y ait de la recherche, mais que la recherche, elle prenne aussi en compte l'humain, parce que la planète, il n'y en a pas une deuxième, en tout cas pour ceux qui n'ont pas d'argent. Et nous, on vit de l'océan. Voilà, on vit de la mer, on est des populations de la mer. Donc, s'il y a eu Vaiana à Tahiti, ce n'est pas les îles Cook avec le petit dessin animé ou le petit livre. Mais en tout cas, j'irai l'acheter pour le lire. Voilà, moi, je m'appelle Vaiana. Merci. Merci. Oui, juste pour compléter un petit peu l'intervention d'Hubert Géraud, là, tout à l'heure, sur Nauru. Nauru, il faut savoir que c'est quand même que 14 000 habitants. On a parlé de 1000 milliards d'apporter donc sur la table pour avoir le droit de travailler sur leur zone économique. Donc ça fait quand même près de 100 millions, je pense, par personne, si je ne me suis pas trompé, pour 14 000 habitants. Vu ce qu'ils ont fait déjà de leur île, qui est un vrai gruyère, où le phosphate a été exploité pendant des décennies, et il n'y a eu aucune politique de remise en état sur l'île. Donc il y a une espèce de fuite en avant, et je pense que les 1000 milliards, je ne pense pas qu'il y ait le chèque sur la table non plus. Voilà, je reste relativement sceptique sur ce genre de proposition. Je vais essayer de répondre de manière un peu synthétique. Je vais essayer de vous rappeler des questions. Mais en fait, elles sont très liées. Juste pour commencer par Nauru, c'est pas sur la ZE qu'ils veulent exploiter, c'est dans les eaux internationales, là où ils ont un permis avec TMC.
Et effectivement, l'histoire de Nauru, sa trajectoire depuis le 19e siècle, c'est une histoire tragique de recherche de rente, plus ou moins imposée de l'extérieur. Ça a été le copra, après ça a été le phosphate. Il y a eu plusieurs tentatives autour de la banque offshore, de la diplomatie en jouant entre Taïwan et la Chine. Après, la grosse industrie récente, c'est les réfugiés, c'est-à-dire construire une rente autour de l'extraction que constitue le fait de transformer des victimes de guerre en réfugiés et externaliser, c'est-à-dire avec une logique offshore, c'est-à-dire c'est le sous-traité pour l'Australie, la question des réfugiés à Nauru en fait. Et puis maintenant, il y a la mine sous-marine qui est une nouvelle rente. Le phosphate, il y a eu l'idée de réexploiter parce qu'il y avait encore quelques endroits où il n'y avait pas de trous. Mais oui, c'est une histoire absolument tragique et effectivement avec des effets sociaux sur la santé, etc., qui sont absolument calamiteux. Après, sur la question de ce que disait Hubert, sur d'autres choix, effectivement, ça, on est d'accord. Il y a les deux questions avec celle de Maë vont ensemble en fait. C'est est-ce que c'est une alternative entre des choix? Est-ce qu'il y a moyen de gérer l'espace marin pour avoir plusieurs options dans ce même espace? Donc la question de l'alternative est de se dire la mine sous-marine, c'est pas une bonne idée, peut-être il y a d'autres options. Effectivement, il faudrait creuser, si j'ose dire. Mais il y a un aspect que je trouve intéressant au niveau des eaux internationales, c'est qu'on a une loi sur la mer qui s'occupe, avec la IFM, qui s'occupe de la mine sous-marine dans les eaux internationales. Ils ont mis 25 ans à arriver à cette loi en 82. La IFM a été créée formellement en 94. BBNJ, donc l'accord sur la biodiversité dans les mêmes eaux, c'est 2023. Ça veut dire qu'il y avait un énorme trou dans la raquette. C'était la biodiversité, donc c'était pas un sujet. Donc ça devient un sujet, bon, ce qui est bon signe, mais c'est quand même ultra tardif, quoi. Donc la prise en compte d'autres options, elle est récente, mais effectivement, il faut aller voir de ce côté-là. Et après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut construire une gestion de l'espace marin qui permette différentes activités qui sont quand même a priori contradictoires. Donc les îles Cook essayent de faire croire, mais ça c'est un procès d'intention, mais en tout cas, ils ont mis en place une aire marine gérée sur l'ensemble de leur ZE, c'est quand même 2 millions de kilomètres carrés. Ils ont repris quelque part le même modèle que le modèle de Polynésie française, qui est un modèle d'air géré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Polynésie française, avant de mettre en place cette aire marine gérée en 2017-2018, ils avaient fait un autre choix, à savoir d'accueillir des ONG extérieures comme Pew pour mettre en place des réserves sur certains espaces. En fait, il y a eu un basculement et une reprise de contrôle par le gouvernement sur l'ensemble de l'espace. La conservation, c'est une affaire de souveraineté aussi, donc ça peut être aussi l'enjeu, c'est pas simplement de préserver l'environnement, c'est savoir qui le préserve. Après, comment les îles Cook vont gérer la géographie complexe entre les zones à nodules et les zones qui seraient des zones protégées. Là, j'avoue qu'il faudrait savoir quels sont les impacts de la mine sous-marine, et personne ne les connaît encore. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est le positionnement du gouvernement de la Polynésie française actuellement, où on entend, par exemple, M. Brotherson, donc le président de la Polynésie, qui explique qu'ils sont inquiets avec les îles Cook comme voisins, parce que si ça démarre, il y a potentiellement évidemment des impacts environnementaux, parce que les permis d'exploration sont pour une partie d'entre eux situés à la frontière est des îles Cook, donc ils jouxtent la Polynésie. Mais il y a un autre aspect, c'est que si ça marche et que le PIB par tête est multiplié par 3 avec la mine sous-marine, ça va être très compliqué pour le gouvernement de la Polynésie de garder cette même position. Et pour la garder, effectivement, on revient à cette question, c'est quoi les alternatives en fait? Donc c'est un jeu complexe, donc il est à la fois en termes d'alternatives entre différents choix économiques et en termes de gestion de l'espace et de possibilités de gérer entre activités qui sont potentiellement très très contradictoires en fait. Donc ça c'est le genre de quadrature du cercle en fait. C'est pas une réponse très convaincante, je sais bien, mais Bonsoir, Edouard Léoni. Je ne fais que reprendre une information qui est sortie sur mining.com le 19 février et TMC aurait annoncé une opération réussie avec la société japonaise POMCO pour produire des alliages de nickel, de cobalt et de silicate de manganèse à partir de nodules polymétalliques. Et suite à cette annonce, les actions de TMC auraient explosé de 15%, parce qu'eux, ils sont toujours dans l'anticipation du soutien de l'État américain. Il semblerait que dans le projet de loi de finances qui a été voté en décembre dernier, le gouvernement Trump a demandé au secrétaire d'État à la Défense de se lancer sur une étude de faisabilité des fonds marins. Donc là, on est dans une sorte de ruée vers l'or des fonds marins. La question maintenant, c'est de savoir comment chacun va se positionner.
tout cas, le gouvernement en 2023 calédonien a adopté un texte pour un moratoire. Le texte n'a pas été voté au Congrès ensuite. Donc là, effectivement, il y a toute une phase d'incertitude qu'il faudra relever avec courage et surtout lucidité. Merci beaucoup pour l'information. Elle est importante parce que dans la mine sous-marine, comme ça n'existe pas encore, il faut prouver beaucoup de choses pour pouvoir revendre quelque chose d'intéressant à des industriels. Et effectivement, il faut prouver aussi l'aspect processing, la transformation des nodules pour en extraire des alliages. Et l'endroit où ça se passe, ça c'est intéressant aux îles Cook, c'est un sujet qui n'est absolument pas discuté. Il parle d'extraire des nodules, mais après, où se passe la transformation? Sur des bateaux offshore, en Chine, aux États-Unis, etc. Alors peut-être que l'accord chinois va donner des explications, mais en tout cas, il y a cet aspect, c'est que dans le monde de la mine terrestre, un pilote, enfin, on n'a pas besoin d'un pilote très important, il faut prouver un gisement. De plus en plus, d'ailleurs, les juniors terrestres essayent de revendre aussi l'idée qu'il y a un accord des populations, qu'ils ont obtenu une acceptabilité, etc. Donc, ils vendent deux choses, en fait. Ils vendent un gisement plus un accord local, ce qui est ultra délicat, impossible à faire, etc. Enfin, c'est un peu de la poudre aux yeux, mais il y a cette tentative-là donc d'élargir. Quand je parlais de construction de la ressource, c'est ça aussi. Pour la mine sous-marine, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas juste vendre un gisement. Les îles légales, il y a des nodules à 5000 mètres. Donc, il faut vendre autre chose. Et donc, ils sont obligés d'aller beaucoup plus loin. En fait. C'est pour ça que TMC rame un peu quelque part. Je dis qu'il rame manifestement avec un certain succès actuellement, on va voir. Mais ils sont obligés de prouver beaucoup plus de choses pour pouvoir éventuellement donc, trouver des alliés. Et donc les Japonais, ça paraît effectivement une bonne idée. Des alliés puissants, des Américains, effectivement, c'est une bonne idée. Quand je dis que les Américains disent rien, manifestement, ça s'agite dans certains territoires américains du Pacifique, en particulier Samoa américaine, mais c'est pas très clair en fait. Donc, mais là, peut-être que c'est en train de se clarifier. On est tous fatigués. Merci à tous. Merci Pierre-Yves pour la conférence. Merci pour cet échange. Et voilà, c'était juste pour vous dire que le mois prochain, mardi 1er avril, la prochaine conférence sera sur le changement climatique. Quel futur climat pour la Nouvelle-Calédonie et donc rendez-vous dans un mois et puis on espère vous voir aussi nombreux. Merci, bonne soirée.